La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce Café Philo aussi spécial. Café Philo organisé, pour dire, par le Centre culturel Araka. Café Philo de concert avec le Centre culturel Araka. Spécialement, le club Signet organise le Café Philo spécial avec une invitée spéciale et aussi, pour bien dire, un sujet spécial parce que nous allons honorer Franck Etienne. Café Philo aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous allons marquer la 8e anniversaire du club Signet Araka. Club Signet Araka, un club de lecture, de débat et de pensée autour du livre, autour de tout ce qui est pensée, tout ce qui est réflexion. Aujourd'hui, on a au plateau une grande invitée, c'est Marie-Lucie Carmel Polostin que nous allons recevoir. Et c'est pour ça que je vous demande, cher public, de vous mettre debout pour entonner ensemble l'hymne national haïtien, la dessalinienne. Je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de maître, du sol soyons maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté l'hymne national haïtien. Coup d'œil à Justin Lérisson et Nicolas Geffrard. Maintenant, comme veut la coutume, comme veut la routine, on va écouter cette chanson, la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, en l'honneur de Che Guevara, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. On va écouter cette chanson, mesdames et messieurs. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa
con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci beaucoup. Hasta la victoria siempre. Hasta siempre, Che Guevara. Quelle chanson, Julio César Barbosa. Je vous rappelle que ce café philo est spécial dans la mesure où c'est un café philo en l'honneur du club Signet qui fête son 8e année d'existence, mais aussi spécial parce que nous allons honorer Franck Etienne. Franck Etienne, vous savez, le Mapou, mais aussi nous avons une invitée de marque, Marie-Lucie Carmel Paul Austin, intellectuelle de Monalois, passée de présentation. Mais avant de commencer, avant de rentrer d'emblée dans le sujet, on va commencer avec ce qu'on appelle une projection audiovisuelle, comme à l'accoutumée. Cette projection, c'est Franck Etienne, Désafis, Fleur d'insomnie, une interview réalisée par Ilan Hill. Vous l'avez suivi, vous venez de le suivre, c'est une interview réalisée par Ilan Hill, Franck Etienne, Désafis, Fleur d'insomnie. Franck Etienne nous l'a si bien dit, la mort ak la vie, pas jamais sispan, troqué, con. Maintenant, passons à la partie la plus importante de ce café philo. Il y a cette invitée qui est là, invitée de marque, je l'ai bien dit. Elle s'appelle Marie-Lucie Carmel Paul Austin, docteur en biochimie et aussi docteur en études en littérature comparée, c'est en lettres. C'est Marie-Carmel Paul Austin qui est avec nous comme invitée et elle va intervenir sur ce sujet sémantique, sémiotique,
et langue dans Adjano Melezo de Franck Etienne. Bonsoir Marie-Camel et bienvenue à Café Philo. Merci et merci à Café Philo, merci à Signé Araka d'abord qui m'avait déjà invité à participer à la commémoration, à l'hommage qu'ils veulent bien rendre au Mapo qu'est Franck Etienne. Et merci à Café Philo d'héberger cette activité de Signé Araka. Alors, premièrement, je dois dire que j'ai côtoyé Franck Etienne lorsque j'étais en études doctorales pour les études comparées en lettres. Alors, dans ces études, dans ce corpus d'études, on vous demande d'avoir la littérature, bien sûr, comme substrat, mais deux sciences, deux disciplines, je dirais, pour étudier un corpus littéraire. Donc, j'avais choisi l'histoire et la philosophie. D'où ma thèse que certains ou plusieurs d'entre vous connaissent, qui est le marronnage. Donc, mais Franck Etienne, je l'ai connu dès la première année parce que je devais travailler sur un mémoire sur la transition en Haïti. Et je cherchais des littéraires haïtiens justement pour illustrer le sujet transition, le problème de la transition. Et il n'y avait pas mieux que Franck Etienne. Et je ne vais pas revenir sur ce papier que j'ai publié d'ailleurs en 2012 à C3 Éditions. J'avais choisi Franck Etienne et Lionel Trouillot. Et Franck Etienne, les textes que j'avais revisités pour ce travail, c'était Ultravocal, Les affres du défi et puis Rap Jazz. Donc, je peux dire que j'ai côtoyé l'auteur. Parce que Franck Etienne est immense. C'est une logorée. De la même manière qu'il écrit, il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de textes, et il y a beaucoup de livres qui sont assez volumineux, qu'on appelle des pavés. Et je ne vais pas les citer tous, on les connaît. Donc, ce n'est pas un auteur facile. Et comme j'avais un sujet précis, j'ai dû, tout en connaissant l'auteur, son écriture, je devais choisir des textes qui me permettaient d'illustrer mon propos. Parce que Franck Etienne a une esthétique qui embarrasse. Très peu de gens, ou du moins, il n'est pas accessible et il est même rébutant pour certaines personnes. Premièrement, il écrit dans les deux langues et il écrit le plus souvent, moi, je peux dire, j'ai un penchant pour le Franck Etienne en créole que j'ai découvert par la suite. Parce que les trois textes que je viens de citer, Rap Jazz, Ultravocal et Les affres du défi, étaient écrits en anglais. Je m'excuse, en français. Donc, mais j'ai découvert Franck Etienne en créole et je vous assure que je préfère Franck Etienne en créole. Parce que là, c'est ce que Merleau-Ponty nous dit. Il expérimente ce qu'on appelle une proximité absolue. Une proximité absolue, bon, je répète Merleau-Ponty, avec le corps. C'est-à-dire qu'il refuse que le corps échappe. Et donc c'est quelque chose de vraiment de fulgurant de lire Franck Etienne en créole. Autre chose aussi, Franck Etienne, il fait partie d'un mouvement qu'il a lui-même créé avec Fignolet et Philoctète, René Philoctète, qui s'appelle le spiralisme. Il se dit être spiraliste. Et quand on voit une spirale, vous avez, et moi, ça me plaît beaucoup parce que, ayant étudié la biochimie, la spirale de l'ADN, ça me vient tout d'un coup. C'est-à-dire que vous avez un axe, et autour de l'axe, vous avez le matériel génétique qui va de haut en bas, de bas en haut. Vous avez les deux hélices qui vont dans le sens contraire. Donc, Franck Etienne, sa spirale, pour lui, c'est le mouvement inverse, en haut, en bas. C'est-à-dire quand il écrit, on peut le prendre dans la dernière page, au devant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à lire Franck Etienne au beau milieu, si vous voulez, avant le texte ou après le texte. C'est ce que Derrida aussi appelle, lorsqu'on prend un texte, on le lit, on éclate le texte. C'est-à-dire que l'introduction ou encore le corps du texte, la fin du texte, ce qu'on appelle le paratexte qui introduit le texte, tout chez Franck Etienne forme ce que j'appelle une unité organique. Donc, dans ce sens,
Je pense que sa formule, la spirale, la formule qu'ils avaient trouvée, Fignolet, Franck Etienne et Philoctète, merci. Comme je vous dis, ça tombait dans mon champ comme biochimiste, pour voir cette spirale qui monte. Et en plus, une autre analogie que je fais à cette spirale, avant de venir au texte que j'ai eu l'occasion de traverser, c'est que dans la spirale de l'ADN, il y a un ordre, il y a aussi un désordre. Et je comprends pourquoi la spirale sied beaucoup à l'écriture de Franck Etienne. L'ordre, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la séquence. On a une file de bases azotées pour ceux qui ont fait la biochimie qui se succèdent, mais on peut carrément casser la séquence et créer du désordre. Mais en créant du désordre, on crée un autre ordre. C'est-à-dire, je change les pièces, les petites pièces, les bases azotées, je les déplace, je crée un désordre, ça peut créer le cancer, ça peut créer une anomalie génétique, mais je crée un autre ordre parce que je crée une nouvelle séquence. C'est-à-dire que vous avez ce potomitan qui est au centre, l'axe, et autour cette spirale qui peut aller dans un sens comme dans l'autre, qui peut s'entremêler, qui peut vagabonder, créer du désordre, tout en restituant un autre ordre. Pour moi, je trouve que c'est une image assez intéressante, matériellement, et je crois que ça me plaît beaucoup. Alors, Franck Etienne, je dirais, comme j'ai pu apprécier Franck Etienne par la suite, au cours de mes études, lorsque j'ai pu, je dirais, fréquenter, c'est un mot que je trouve le plus approprié, fréquenter les surréalistes, parce que Franck Etienne, on ne peut pas le lire en dehors de ce que j'appellerais une grille spéciale. Parce que comme il n'est pas tout à fait accessible, en français comme en créole, et plus particulièrement en créole, et comme son verbe est assez, je dirais, dislocateur, quand je dis dislocateur, qu'il dérange, et il faut comprendre quel genre d'écriture on appelle à ce type de, si vous voulez, de mots à utiliser. Et chez les surréalistes, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ce qui intéresse, ce n'est pas tellement les mots, c'est le procédé qui amène les mots. C'est-à-dire que c'est les sons, les agencements, ce que l'on pourrait appeler la position des mots. Je prends un exemple au hasard. Si vous prenez un poème d'Apollinaire, c'est la façon dont les mots sont déposés, sont agencés. Vous voyez? Donc, pour revenir à Franck Etienne, et pour mieux apprécier, de mon point de vue, pour mieux apprécier la façon dont il écrit, la façon dont on peut ouvrir n'importe quel livre de Franck Etienne, c'est l'aborder à la manière des surréalistes pour qui le réel, ce que nous appelons le réel, le visible, le commun, peut être, je dirais, décomposé. Une fois décomposé, le remettre en petits morceaux dans une autre dimension. On le voit aussi avec la peinture de Franck Etienne. Et à ce moment, on crée autre chose. Ce même réel devient surréel. Il devient irréel, il devient surréel. Et ce surréalisme qu'on peut aussi trouver chez Franck Etienne, ils sont, si vous voulez, philologiquement liés. Ce que j'appelle philologiquement liés, c'est parce que lorsqu'on sait d'où vient l'écriture de Franck Etienne, c'est pendant la dictature. Et les surréalistes qui ont, si vous voulez, eu cette déflagration, cette disposition à faire éclater les signes, à éclater les mots, à éclater les sons, c'est un mouvement créé après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, parce que le manifeste de Boton, c'est déjà en 1924. Donc, on ne pouvait pas comprendre comment l'humain était arrivé à détruire, à s'autodétruire. La seule façon de pouvoir comprendre tout ça, enfin, du moins essayer d'expliquer, c'était d'aller au-delà de ce réel, de voir quelque chose d'irréel, et ce que Boton appellera le surréel. Et moi, je fais cette correspondance philologique par rapport à Franck Etienne,
qui vivaient aussi en Haïti, sous une dictature féroce, où justement, comme Phelps l'a dit, c'était le temps de se parler par signes. Donc les signes pour Franck Etienne vont être assez importants pour essayer d'exprimer ce trop-plein et, si vous voulez, cette dictature qui enveloppait l'air. Donc il faut voir, d'après moi, il faut au moins ces 3 éléments, connaître l'auteur, comment il écrit, à quelle école il appartient, qu'il a lui-même créée, et quelles sont si vous voulez, les correspondances internationales, les correspondances, je dirais, esthétiques qui permettent d'amplifier aussi ce qu'il nous livre comme écriture. On se demande sûrement sous quelle forme sont placés ces signes-là dans Adjanoumé les eaux de Franck Etienne. Ok, Adjanoumé les eaux, j'ai pris du temps à répéter, à comprendre le titre, et j'ai pu décrypter le titre. Je ne sais pas si je me trompe. Je l'ai décrypté, c'est la phrase pour moi, c'est Adjanoumé les jouk dans eau. Pour moi, je peux me tromper, mais c'est pour moi cette phrase, ou du moins cette suite de mots, qui forme un seul mot maintenant. Le signe, si vous voulez, et dans le texte, dès le début, Franck Etienne nous avertit, ce n'est pas un livre pour des oreilles ou des oreilles chastes. Il n'est pas dans un confessionnal, il dit à voix haute ce qui lui vient à l'esprit. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à Merleau-Ponty, cette expérience, cette proximité tangentielle qu'il a avec le corps, il le porte partout. Et vous savez qu'il était aussi un dramaturge, il est peintre, il est un ensemble il a un ensemble, si vous voulez, il a une gamme exceptionnelle de création. Il est en mesure d'entrer dans les mots et d'en faire ce qu'il veut. Donc, si vous voulez, pour répondre à la question, les mots, ce seront ce que un sémioticien italien appelle, c'est le parler commun. C'est une sémantique, ou du moins c'est un ensemble de mots tout à fait dans le langage commun. C'est-à-dire que Franck Etienne prend le parler commun, le parler de tous les jours, mais sauf que je dois avouer, c'est un parler qui n'est pas nécessairement accessible. Je vais vous dire pourquoi. En plus des mots qui peuvent choquer, mais le créole, je dirais, quand je dis le créole, la langue qu'utilise Franck Etienne, c'est une langue qu'on trouve vraiment en dehors de la capitale. Moi, j'ai eu cette heureuse, si vous voulez, opportunité. Quand je le lis, je sais d'où vient ce créole. C'est un créole, c'est une langue, je dirais, je ne dirais pas un créole, c'est une langue des bas-fonds, c'est une langue de tous les jours, mais c'est une langue des gens qui parlent uniquement le créole. Ce n'est pas un créole hybridé, ce n'est pas un créole qui a été, si vous voulez, happé par la technologie, qui n'a pas été happé par un séjour à Port-au-Prince ou un séjour au Cap-Haïtien. C'est un créole du fond de nos villages. Et c'est un créole qui est collé, je vais prendre quelques extraits, c'est un créole qui est collé à l'expérience ou encore aux expériences tangentielles que font ces gens tous les jours avec leurs lois, leur rythme quotidien, le matin, le lever, la journée, le chemin, les gens qui passent. Pour moi, c'est un créole qui va dans ce sens-là. Il n'a pas été, je cherche le mot, il n'a pas été matraque. Non, je n'ai pas encore le mot, je vais le trouver plus. Il n'a pas été, pas même hybridé, il n'a pas été envahi, je cherche un mot, on le verra. Donc, dans ce sens, si pour répondre à cette question, cette sémantique-là, elle est unique, elle vient de ce que Roslandi appelle le parler commun. Le parler commun, une sémantique tout à fait, et on dirait qu'on appelle une sémantique matérialiste, où chaque mot a sa place. Si vous voulez, dans la place du mot est sa place, je peux le déplacer, mais quand je le déplace, je lui donne peut-être une autre valeur, mais
c'est comme les gens, quand les gens parlent, quand ils vous disent quelque chose, ils ne cherchent pas à élaborer sur ce qu'ils disent. C'est nous, avec tous les savoirs que nous avons, nous pouvons travailler les signes. Mais les mots eux-mêmes, ils ont leur place, ils ont une et unique place. Donc, ils ne changent pas, ils ne migrent pas dans la phrase, ils ne migrent pas dans la séquence. Et ça, c'est important lorsqu'on lit Franck Etienne, cette sémantique tout à fait matérialiste. On comprend bien Franck Etienne dans Adja nous Melezo, Adje nous Mele Jouknazo ou Adje nous Melezo. Je me demande souvent, est-ce que c'est un cri désespéré? Ou du moins, c'est sa façon à lui de dire, mais nous n'allons pas mourir. D'abord, je dois dire ce qu'il dit lui-même. Je ne vais pas dire pour lui ce qu'il n'a pas dit. Ouais. Adja nous Melezo, c'est une expérience liberté totale capitale. J'ai tenté de le dire, c'est-à-dire que lui, il n'a aucune bride sur la tête, aucune bride sur le cou, aucune bride dans son cerveau. Et sa spirale va de haut en bas et de bas en haut. Et cette préhension du parler de tous les jours qu'il entend, il le libère par sa plume. Il dit, je vais vous lire seulement la première page où il annonce ce que le texte prétend être, ou du moins ce que le texte doit être. Papa Guédé, Tamé Jambé, tout kafou, mangomé, li gade, li ouais, li pali. Li dit so rose, rien tout rouge. Li dit chou l'angran voûte, manzel la merci, pral saigner, toute la nuit, jouk soleil levé. Et puis il dit pinga. Qui donc? Qui dit donc? Qui dit donc? Tout si mini poil pisse, tout si fil, tout si ficelle, tout sevel wawot, ak tout monde de bien, qui pas qu'attendre vérité piment bouc, flon parole sa kataille, moi prier en grâce pour déposer l'isa tout doucement. Tant pis souple, pinga prend chance fêter l'isa pour grand critique philosophie morale Calimette, esprit Chalimot, parcourir dit c'est moi-même qui a salopété la société. La guerre avertit, patrouiller Kokobé. Donc, comme on dit, il annonce les couleurs. Et, comme je disais, dans ce créole, il est difficile de trouver les aphorismes que l'on connaît, qu'on trouve tous les jours, parce que et notre langue créole n'est plus ce que... Comme c'est un créole, il peut encore s'alimenter d'autres langues. Mais la langue, je dirais la langue d'origine, et que conserve Franck Etienne, c'est ce créole qui ne cherche pas comment dire, qui ne cherche pas autre chose, mais qui pense toujours émerveiller, rien qu'en utilisant les mots de tous les jours. Alors, toute la charge, je dirais, de cette sémantique, c'est qu'elle peut être répétée, on peut la connaître, mais les agencements, comme je disais, la position, la place des différents sèmes dans les différentes lignes du texte ont toute leur importance. Alors, une chose aussi que je voulais dire par rapport à John Melezo, c'est un texte, comme il me pose la question, est-ce que c'est un cri de désespoir? Pour moi, d'abord, il le dit, ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de liberté. C'est un texte qui a été écrit en 1987, du moins celui-là a été imprimé en 1987. N'oubliez pas, nous sommes sortis à peine de la dictature, mais nous sommes encore avec le CNG. Donc, 1987, c'est le CNG, 1987, c'est... comment on appelle ça? Oui, El Vaillant. C'est le 1987, c'est aussi la Constitution. Donc, nous sommes dans un micmac, nous mêlons toujours. On est peut-être sorti de la dictature, mais on n'est pas en démocratie. Donc, pour moi, c'est un cri qui est, enfin, je prendrais comme un cri actualisé, un cri qui peut-être répond à l'urgence de l'heure. Bon, vous qui avez lu au moins 3 ou 4 livres de Franck Etienne, vous l'avez dit,
vous avez travaillé sûrement sur Franck Etienne, mais vous avez dit, avant de commencer, que vous inscrivez dans une démarche, dans la mesure où vous avez une grille pour étudier la littérature, l'œuvre de Franck Etienne, mais aussi vous avez comparé Franck Etienne aux surréalistes français. Donc, on les connaît, Pas seulement français, les surréalistes en général. Les surréalistes, que ce soit Gérasime Lucas en particulier, qui a beaucoup écrit en français, Pas mais qui est un uniquement Breton roumain. et les autres, mais d'autres surréalistes. Oui, vous savez, et les spiralistes, quand on regarde l'écriture de, par exemple, Émile Olivier ou Fignolet, ils sont proches enfin, ils sont proches. On peut les lire facilement comme on lit Joyce, comme on lit Beckett. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas que Joyce et Beckett, ce ne sont pas des Français. Donc, pour vous, il n'y a pas que Cloison étanche, chant absurde, des surréalistes, etc. Bon, je ne vais pas m'engager dans quelque chose que je ne connais pas. On ne va pas s'engager, mais sûrement on va y revenir. Vous avez parlé du surréalisme et Franck Etienne. Oui. Mais j'allais vous demander, Franck Etienne, les surréalistes qui donnent beaucoup d'importance à ce qu'on appelle le rêve, l'écriture automatique. Est-ce qu'il y a ça dans l'univers de Franck? Certainement, c'est toute l'écriture, ou du moins dans ce texte, l'écriture paraît automatique. Breton nous dit bien, l'écriture paraît automatique. Elle est automatique quand on la lit, mais elle est pensée. Elle est pensée. Et les phrases, la syntaxe, tout est coordonné. Mais l'écriture automatique, il faut comprendre ce qu'on entend, ce qu'on lit comme écriture automatique, je dirais une pensée débridée. C'est-à-dire que je reviens à Franck Etienne, c'est comme une logorée, comme il a l'habitude d'écrire. On a l'impression que ça coule de soi, mais quand on regarde, si je fais l'analogie entre la logorée de Franck Etienne ou la logorée de Pérec ou de même Nathalie Sarraute, par exemple, Nathalie Sarraute dans le nouveau roman, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est pas réfléchi, mais ce qui soutient quand même une syntaxe ordonnée, je viens de dire la pensée, mais quelle pensée? Alors la question, on devrait se poser, c'est quelle pensée? Et trop souvent, les surréalistes, on disait qu'ils étaient souvent drogués, ils étaient sur des drogues psychotropiques, etc. Franck Etienne, moi, je ne dirais pas s'il est drogué ou pas, mais je dirais que Franck Etienne est sous l'emprise des lois. Je le dis, ce n'est pas parce que je sais qu'il pratique, mais je sens que pour expliquer cette proximité absolue, je peux me permettre que c'est quelqu'un qui, inspiré, complètement entré dans cette dimension spiritualiste, spiritiste, je ne dirais pas, peut-être spirituelle aussi, peut se traduire en cette écriture qui paraît automatique. En d'autres termes, le parallèle serait, l'écriture n'est pas, se lit automatique, l'écriture paraît être facile lorsqu'elle émerge, mais elle vient d'un ensemble, d'un vécu peut-être irréel, surréel. J'imagine quelqu'un qui a traversé des champs et des champs de cadavres, ou encore des champs qui prévoient des champs et des champs de gens qui vont à Fort Dimanche. Ce surréel, parce que cette écriture provient, on dit toujours cette écriture débridée, cette écriture de la débandade, qui fait irruption, elle émerge d'un surréel, d'un irréel et d'un surréel. C'est comme ça qu'on essaie de l'expliquer. Bon, je vois Franck Etienne a dit si bien, il le dit lui-même, il dit souvent qu'il est un écrivain spirituel, il le dit souvent, le mystère présent dans son œuvre, mais on pourrait se demander aussi, Marie-Lucie Carmel Paul Austin, est-ce qu'il y a vraiment un rapport sémantique entre le surréalisme et Adjano Melezo, ou du moins l'œuvre de Franck Etienne? Un rapport sémantique, non, il n'y aurait pas de rapport sémantique parce que ce n'est pas la même langue. Nous disons, en général, il y a une langue, et bien sûr la langue, c'est les mots qui véhiculent, et mieux que ça, et la langue de Franck Etienne, elle est particulière,
C'est pourquoi justement, Franck Etienne nous paraît inaccessible, surtout en Haïti, parce qu'on n'a pas une glose en créole, des éléments de critique littéraire pour comprendre la sémantique de Franck Etienne, à moins que d'être immergé dans le parler commun que réclame Roslandi pour ceux qui veulent vraiment faire de la sémiotique matérialiste, qui est basée sur une sémantique particulière, la sémantique de tous les jours, la sémantique du travailleur, la sémantique du paysan, le langage de la marchande, etc. Donc il faut comprendre tout ça, le langage du Hungan, le langage, etc. Il faut être immergé dans ces univers-là pour comprendre cette sémantique qu'il utilise. Et maintenant, à quoi ça sert? C'est ça, ça va nous donner ce que ça donne avec Franck Etienne. Je ne voudrais pas dire davantage, mais sur ce quoi j'insiste, c'est que la sémantique de Franck Etienne, elle est particulière parce que la langue est particulière. Mais la même fonction, moi je me réclame de cette école matérialiste parce que pour moi, chez Franck Etienne, on ne peut pas sortir de cette position, de cette confrontation avec le quotidien, avec le matériel et le matériau que sont les mots tous les jours. Mais merci beaucoup. Mais il y a une grande question que l'on se pose avant de terminer. La grande question que l'on se pose, c'est souvent comment lire Franck Etienne aujourd'hui. Comment lire Franck Etienne aujourd'hui et pourquoi on pose cette question généralement? C'est pour dire que Franck Etienne, il y a toute une gamme de difficultés à lire Franck. On dit souvent que Franck est dans l'hermétisme, c'est un peu difficile. On se demande aujourd'hui comment lire Franck Etienne. Qu'est-ce que vous allez dire, vous diriez à tous ces jeunes qui sont en prison et les gens qui regardent la télé, comment lire Franck Etienne et pourquoi lire Franck Etienne aussi? Bon, moi je dirais, il n'y a pas de raison pour lire Franck Etienne. Je ne dirais pas pourquoi lire Franck Etienne. Parce que BAP nous dit les textes nous choisissent. Si vous n'aimez pas un texte, vous n'allez pas le lire. Quand vous ouvrez un livre, Franck Etienne, il faut faire un effort en plus. Je peux l'admettre, surtout pour le créole, parce que nous sommes créolophones, mais nous ne parlons pas ni n'écrivons pas le créole. Nous sommes tous des analphabètes en créole. Moi, je l'ai expérimenté. Il m'a fallu quitter l'école classique pour apprendre à lire et écrire le créole. Donc, nous ne sommes pas tous des créolophones à part entière. Donc, là, c'est un premier handicap. La deuxième chose, comme je disais, le créole de Franck Etienne, je ne dirais pas que c'est un créole pur, mais c'est un créole du parler commun. Je répète un terme que j'ai déjà utilisé. Et la troisième chose que je dirais, et pourquoi le lire? Parce qu'il fait partie de notre patrimoine. Et si on est intéressé à la littérature, et particulièrement à comprendre qu'à travers la littérature, il n'y a pas seulement le texte, il n'y a pas seulement les mots, il n'y a pas seulement ce que les mots voudraient dire, ce qu'on appelle souvent la sémiotique, ce que comme je dirais, le message qu'il y a à trouver dans un texte ou un autre, parce qu'il n'y a pas toujours un message, on peut se chercher le message qu'on cherche. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Franck Etienne, c'est qu'il n'est pas, c'est comme je le disais une fois, je crois que c'est à Araka, comme texte, comme auteur, il s'inscrit avec d'autres auteurs, il s'inscrit avec d'autres textes. Je verrais très mal quelqu'un en Haïti qui ferait des études sur la littérature et qui n'aurait pas, à un moment, côtoyé l'écriture de Franck Etienne. Pour moi, c'est une écriture particulière. Elle est unique, on peut le dire, parce qu'il est le seul à s'exprimer de cette façon-là. Même quand vous avez des spiralistes comme Fignolet et Olivier également. Sauf que Franck Etienne s'exprime de manière particulière. Et je pense que la chose la plus importante, mais la plus intéressante que j'aimerais dire aussi, c'est que contrairement à d'autres, et même certains surréalistes ou symbolistes, Franck Etienne ne fait pas une catégorie du bien ou du mal, du beau ou du laid. Au contraire, il va dans le lait et puis il l'élève, il le sublime. Il est à l'opposé de Baudelaire, par exemple, qui vous donne le bien et le mal et qui veut sortir le mal pour l'élever vers le beau. Tandis que, à l'inverse, tandis que Franck Etienne, je disais, il ne fait pas de catégorisation.
le beau, le laid, le vil, ce qu'on appelle ce qui sort des reins, ce qui sort du cœur, ce qui sort de partout de son corps et des corps. Pour lui, tout ceci doit être dit, doit être vu, et en le disant, il décloisonne ce qu'on a toujours eu entre le moi et le non-moi, le ça et l'id. C'est-à-dire que tous les refoulés, vous voyez, Franck Etienne les soulève, ou du moins, non seulement il les soulève, il les exhibe, il les exulte, et là, il ne fait pas de catégorisation, et à ce sujet, il rappelle un peu Georges Bataille, pour ceux qui connaissent Georges Bataille, pour qui ces catégories du beau, du laid, de haut en bas, les salissures, et on voit ça dans Rap Jazz en particulier, dans d'autres textes, les salissures, les ordures, pour Franck Etienne, c'est des choses à dire, parce que c'est des choses que vous voyez tous les jours, c'est des choses qu'il faut dire. Donc, je pense que c'est un auteur immense pour moi, et quand je vois aussi les titres qu'il a publiés, je vois que ce serait impossible de passer outre l'écriture de Franck Etienne si on fait de la littérature haïtienne ou de la littérature tout court, parce qu'il a été vastement étudié, particulièrement, je peux dire, moi je l'ai découvert dans cette phase lorsque j'ai eu l'occasion de lire Gérasime Lucas, et un des textes de Gérasime Lucas, c'est le texte La proie sombre. Et là, j'ai comme, je ne sais pas si l'un l'a précédé de l'autre, pour moi c'est comme si j'entrais aussi dans un texte ou encore dans un titre de Franck Etienne, cette facilité à faire marier les contraires, à casser les dichotomies, à sortir de ce qu'on appelle des dialectiques inutiles, je dirais. Merci à Marie-Camille Paul Austin, notre invité, qui a assez bien parlé de Franck Etienne, le Mapou, Franck Etienne dans Adjano Melezo, Franck Etienne, l'écrivain du chaos. Maintenant, on va prendre une courte pause, spécialement pour écouter l'un des plus grands poètes de la chanson française, Léo Ferré, avec le temps. Retour après la pause. Je vous rappelle que cette émission est spéciale dans la mesure où c'est une émission pour honorer Club Signé Araka. On est à Café Philo, Haïti. L'invité, c'est bien Marie-Carmel Paul Austin, autour de ce sujet combien intéressant, sémantique, sémiotique et langue dans Adjano Melezo de Franck Etienne. Marie-Lucie Carmel Paul Austin, vous voulez dire quelque chose avant les séries de questions? Je voulais lire très rapidement une phrase du texte. Doule diguet ap chaketrip. Je prends cette courte phrase juste pour illustrer ce que j'insiste pour dire le parler commun. Et le parler commun, c'est le parler qui n'est pas le parler des villes. D'où les diguettes à chaque trip. Nous ne parlons pas ainsi, mais ce parler, c'est celui-là qu'on retrouve dans tout, qui traverse tout le texte de Adjano Melezo Juknazo. Ouais, c'est une illustration pour corroborer ce que vous avez de dire sur Franck Etienne. On s'est dit qu'on va commencer avec les séries de questions, mais aujourd'hui, il y aura une seule série de questions. Mais avant de commencer, je vais vous demander, Marie-Camille Paul Austin, est-ce que Franck Etienne, pour vous, est un écrivain nobelisable? Une question un peu difficile, dans la mesure où on se pose cette question, cette politique. Pourquoi il n'a pas eu le Nobel, Franck Etienne? Non, moi je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas le dire, je ne suis pas membre du jury. Deuxièmement, pour être nobelisable, autant que je sache, il faut que ce soit des gens qu'on propose. Est-ce qu'il a été proposé? Je ne le sais pas. Et est-ce que tous les écrivains doivent être nobelisables? Je ne crois pas. Ben, c'est votre opinion sur la chose, mais il y a des gens qui le pensent. On va commencer avec la première série de questions. Rapidement, on va appeler Paulson Pierre Philippe.
Paulson Pierre-Philippe pour la première question. En attendant, on demande à D'Angelo Neyar de se préparer. Paulson Pierre-Philippe pour la première question, s'il vous plaît. Oui, merci pour la présentation. Ma question porte sur un aspect précis de la présentation où vous avez dit que l'écriture de Franck Etienne, c'est une écriture qui serait une écriture sous emprise, et même sous emprise des esprits ou quelque chose qui s'apparenterait à ça. Alors je me demanderais, est-ce que cela ne provient pas d'une conception judéo-chrétienne de la chose, ou par exemple dans la Bible, les évangiles, on voit que certains livres sont rédigés sous l'emprise d'esprit. Comme par exemple l'Apocalypse dans la Bible est un livre qui a été rédigé par un apôtre qui apparemment, je dis apparemment parce que moi c'est pas ma perception de la chose, d'un apôtre qui aurait été sous emprise. Ou tout simplement, est-ce que tout cela, ce n'est pas un gros trip si on considère que la construction de l'œuvre en soi exige aussi également un certain contrôle de l'auteur? Est-ce que ce n'est pas voulu du fait que l'auteur donne cette impression-là, mais en réalité est totalement en contrôle de ce qu'il écrit, parce que ça prend cette volonté, ça prend ce contrôle pour pouvoir faire le va-et-vient entre l'imaginaire et le réel, comme Franck Etienne le fait? Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un gros trip que l'auteur fait avec nous et nous laisse croire qu'en réalité, il est sous emprise, mais en réalité, il nous berce, parce que Franck Etienne, pour moi, c'est un gros trip. Voilà, merci. Merci Kadji Rolf, merci Café Philo, merci Madame Paul Austin. Le sujet m'a interpellé. Ce matin, j'étais justement au téléphone avec Franck. Je tentais de le mobiliser pour une activité au sein d'une école secondaire, et je me suis dit, comme là, il est à l'honneur et qu'il sera dans votre langue et que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, alors autant venir vous écouter. Mais ma question sera toute bête, elle sera de ma taille, donc toute petite comme question. 1m62 d'idiotie et d'inélégance. Je voudrais vous demander, Madame Paul Austin, quand nous suivons le choix de trajectoire de Franck Etienne, est-ce qu'il a voulu obstinément mettre en crise la posture de l'écrivain qui s'installe par le fait d'écrire? En Haïti, nous sommes face à cela depuis quelque temps. On écrit non pas tant parce qu'on est capable d'ajouter quelque chose au langage, au sens commun, de faire avancer la littérature et l'esthétique. On écrit parce que ça donne une identité. En décidant d'écrire dans l'opacité, est-ce que Franck n'a pas cassé ce mythe dans la construction du personnage de l'écrivain? Et par ricochet, un écrivain, il est inscrit dans un modèle économique. Qui va acheter Adjanou Melezo? Est-ce que Franck Etienne n'a pas fait une infidélité au capitalisme du livre? Genre, il fait son livre, il se dit, au final, qui va l'acheter? Et si on ne l'achète pas, j'en ai rien à faire, je n'ai rien à branler. Et dernière petite chose, mais toujours 1m62 de sottises et de bêtises, que voulez-vous, on fait avec les moyens du bord. Adjanou Melezo, est-ce, comme aurait dit Schopenhauer, un art de l'insulte? Merci D'Angelo Neyar pour cette question. Maintenant, après la question d'Angelo Neyar et la question de Paulson Pierre, maintenant on appelle Franz Derival. Franz Derival, vous êtes là? Ma question, elle peut être traitée comme à deux balles. Elle est toute simple, je dirais même à la limite vulgaire. Est-ce qu'on peut considérer Franck Etienne comme un masturbateur intellectuel? Merci. Oui, la question c'est ça, considérer Franck Etienne comme masturbateur intellectuel, c'est la question de Franz Derival. Et la toute dernière question, c'est la question de Dossou Evans. Dossou Evans, tu t'avances. Bonsoir, et merci Club Ciné, merci Café Philo, merci Madame Paul Austin. Ma question va plutôt dans le sens des courants qui influencent Franck Etienne. Vous avez parlé tout à l'heure du surréalisme
est-ce que quelque part dans les œuvres de Franck Etienne, il n'y a pas une présence du courant qu'on appelle littérature de l'absurde, ou bien théâtre de l'absurde, ou bien du courant philosophique que l'on appelle absolutisme, par exemple. Et après, est-ce qu'on peut, comme Mehdi Kalaja, Kessem, parler de l'esthétique du chaos, et comme Dossou de parler de l'esthétique du temps déréglé chez Franck Etienne? Merci. Merci. Alors, la première question, est-ce que Franck Etienne, comme je l'ai dit, serait sous l'emprise, il serait quelque part, il aurait écrit son œuvre comme quelqu'un qui aurait été investi? J'ai bien dit, peut-être que je l'ai dit à côté d'autre chose, j'ai bien dit l'écriture automatique des surréalistes se lit automatique. Par exemple, quand on lit Nadja de Breton, on a l'impression que c'est un... D'ailleurs, le texte a été écrit d'un seul trait. Écrit d'un seul trait. C'est comme si je suis là, je vois les gens passer, et puis d'un seul trait, j'imagine Port-au-Prince, le Bois Vernat, je prends 4 heures de temps et j'écris quelque chose en donne de trait. On pourrait assimiler cela. Mais j'ai bien dit l'écriture paraît automatique, l'écriture est réglée, l'écriture vient d'une pensée, et Breton le dit, même quand l'écriture est automatique, mais ça sort d'une pensée. J'ai fait seulement une remarque par rapport au surréalisme, particulièrement, parce que les surréalistes, ce n'est pas seulement les poètes, les écrivains, il y a aussi les photographes, il y a les peintres, il y a tous les arts plastiques qui ont éclaté, le cinéma qui a éclaté. Et d'ailleurs, dans Adieu Menezo, Franck Etienne fait un coup d'œil à Cécile B2000 dans son texte. Donc tous ces arts qui ont éclaté, et on aurait tendance, et on continue de le faire, certains critiques le font, à voir dans cette écriture dite apparemment automatique, mais qui est éclatée, qui va dans tous les sens, mais qui a un sens, ou du moins qui a un centre, dans le cas de Franck Etienne, le centre de sa spirale, on aurait tendance à croire que c'était des gens qui étaient sous emprise. N'oubliez pas, et Baudelaire, le reste, les romantiques, les symbolistes, ils étaient un peu... Il y en avait beaucoup qui abusaient de la drogue, qui prenaient de la drogue. Donc, ils ont donné cette écriture, je dirais, irréelle, surréelle. Ça peut aussi s'apparenter à cela. Mais je ne dirais pas que Franck Etienne, son écriture, je n'ai pas la certitude. Et par rapport à la Bible, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, ni sur l'Apocalypse, ni sur, en général, la Sainte Écriture. Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. La deuxième question de D'Angelo, qui a plusieurs volets, la crise de l'écrivain, la crise de la posture de l'écrivain, est-ce que Franck Etienne l'a fait? Ça, c'est une question qu'il faudrait peut-être poser à Franck Etienne. Mais vous avez parlé d'opacité de l'œuvre de Franck Etienne. L'œuvre de Franck Etienne, une œuvre est opaque, c'est quand on n'arrive pas à entrer, comme on dit, prendre langue avec l'œuvre. Oui, prendre langue, ça se dit. Prendre langue, ça veut dire parler la langue. Parler, c'est ça. C'est une expression très française, prendre langue. Non, mais nous sommes avec Franck Etienne, on peut tout oser. On peut tout oser. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Franck Etienne n'est pas opaque, ou du moins pour ceux qui le lisent, pour ceux et celles qui le lisent, il ne saurait être opaque. Et comme tous les autres écrivains assez, je dirais, irrévérencieux, ou encore qui sont difficiles à lire. Par exemple, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que D'Angelo, il y a quelqu'un qui a lu Sarraute. Vous avez lu Sarraute sûrement, Pérec et autres. Et on pourrait dire qu'ils sont opaques. Mais quand on a les clés de lecture de ces auteurs-là, on peut facilement entrer dans leurs œuvres. Donc, autre chose qu'a posé D'Angelo, c'est la question du pied de nez au capitaliste. Quand il fait un livre pareil, il pense qu'on ne va pas l'acheter. Mais, écoutez, pour Haïti, en général, si on achète, c'est très bien qu'on achète des livres. N'oubliez pas, nous sommes un pays, nous sommes 10 millions sur le quadrilatère et les autres dans la diaspora.
nous sommes combien qui sachons lire et écrire? Là aussi, c'est un problème. Nous sommes très peu à lire et écrire. Et notamment, parmi ceux qui peuvent lire et écrire, nous le sommes plutôt en français. Donc, c'est un défi. Frère Chrétien lance un défi à le lire, parce qu'on a très peu de locuteurs, très peu de lecteurs, je devrais dire, dans ce pays. Et deuxièmement, très peu, pour ne pas dire une infime. Nous sommes des privilégiés, nous qui pouvons lire et écrire le créole. Moi, je peux dire, je suis malheureusement privilégié dans ce sens de pouvoir lire et écrire le créole. Donc là, c'est pas un pied de nez au capitalisme, c'est un affront au système éducatif haïtien surtout, je dirais. D'Angelo a cité Schopenhauer pour dire est-ce que Adjano Melezo serait un art de l'insulte? Pourquoi pas? Parce qu'il le dit lui-même. Tout le monde qui gagne, et ça le dit, mais ça le dit. Qui donc? Tout si mini poil pisse, tout si fificelle, tout sevel wawot, tout le monde est bien. Qui pas attendre des vérités puis mambouk, etc., pas l'ouvrir livre ça. La guerre avertie, pas tout Kokobé. Donc, si je m'en prends à son avertissement, il écrit, bon, l'insulte, est-ce qu'il veut insulter? Donc, là, je ne sais pas s'il insulte, mais on pourrait le prendre dans ce sens-là. OK. Maintenant, la troisième question, Franck Etienne serait-il un masturbateur intellectuel? Les deux mots ne vont pas ensemble. Je vais m'expliquer. À moins que, si je prends le premier sens, ce qu'on appelle le sens premier, un masturbateur intellectuel, c'est quelqu'un qui essaie de faire avec des mots, qui veut produire quelque chose avec des mots. Parce que la masturbation, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est un geste mécanique d'auto-éjaculation. Vous voulez éjaculer, vous le faites vous-même. C'est ça la masturbation. Donc un masturbateur intellectuel, pour moi, serait quelqu'un qui prend des mots, intellect, il joue avec sa tête, il joue avec les mots, il va avec son esprit pour produire quelque chose. Bon, je pourrais l'appeler un masturbateur intellectuel, parce qu'il prend, il fait jouer les mots, il crée d'autres mots, il crée de nouvelles syntaxes, il crée une esthétique qui lui est tout à fait unique, qui lui est tout à fait propre. Donc, trop souvent on dit « Ah, on fait masturbation intellectuelle ». C'est très peu les gens qui font de la masturbation intellectuelle qui font comme Franck Etienne. Parce qu'en général, quand vous le dites, c'est tout à fait péjoratif. Ça veut dire que vous ne faites rien. Parce qu'on a tendance à dire la masturbation, ça ne mène à rien, sauf pour celui qui le fait, ou l'a fait. Vous voyez? Donc, c'est à savoir, c'est à vous de savoir. La dernière chose est présence de l'absurde. Et quoi encore? L'esthétique du temps déréglé, l'esthétique du chaos. Oui, on pourrait le dire. Moi, j'aurais tendance à le dire également, parce que j'avais dit au début, l'esthétique de Franck Etienne, c'est une esthétique qui dérange, qui embarrasse. Il est dans le chaos. Mais je dis toujours, le chaos n'est pas souvent le désordre. Le chaos n'est pas souvent le désordre. Ou du moins, le chaos, c'est ce qui maintient les énergies en présence. Dès qu'il n'y a pas de chaos, dès qu'on est dans l'ordre, on est dans la mort. On est dans la mort. Et je crois que c'est la troisième loi de la thermodynamique qui vous le dit. En dehors du chaos, il n'y a pas d'échange énergétique. Donc, pour moi, le chaos, et compte tenu de ce que prétend faire Franck Etienne avec sa prose, avec ses textes, et je pense que ce chaos qu'il présente, ce chaos qu'il offre, c'est un chaos générateur d'autre chose, générateur il veut disloquer ce que Deleuze disait, disloquer notre conscience, disjoindre ce qui en général paraît sans problème, etc. Vous projetez dans une dislocation de vous-même. Moi, je pense qu'on pourrait le dire, et tout en appuyant le fait que le chaos, ce n'est pas le désordre uniquement, le chaos, c'est le terrain, c'est le terroir,
C'est le lieu où les énergies peuvent exister. Voilà. C'était la dernière question. Merci beaucoup à Marie-Lucie Carmel, Paul Austin. Merci. Je vous rappelle que ce café philo était spécial dans la mesure où c'est un café philo qui met en vedette le club signé Araka, 8 ans, café philo 7 ans, cordialité, amour et partage. Nous avons pu partager ce qu'on appelle un brin d'humanité, moi et Marie-Lucie Carmel, Paul Austin, autour de ce sujet, sémantique, sémiotique et langue, dans Adjaminoiso de Franck Etienne. Merci Marie Gamel. Merci à vous aussi, invités. On vous donne rendez-vous à un autre Café Philo mardi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En carton yo palais, il dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te mais c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé. Nous c'est seul père descendre en bacade à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé. Faut non fin calculer, faut yo apprendre peser.